Jazil, l'invincible armée mongole de 25 000 hommes, écrasée en un jour, le secret d'Aïn Jalut, 1260, imagine la scène, le 3 septembre 1260. Vous êtes un commandant de cavalerie mongole et vous n'avez jamais perdu une bataille. Votre grand-père a chevauché aux côtés de Gengis Khan lorsqu'il a conquis la moitié du monde. Votre père a réduit Bagdad en cendres il y a à peine 2 ans. Vous avez vous-même écrasé des armées de la Chine à la Pologne. Vous avez vu chrétiens, musulmans, hindous et bouddhistes s'enfuir terrorisés au son de vos tambours de guerre. Vous êtes l'incarnation de l'invincibilité. Votre empire s'étend de l'océan Pacifique à la mer Méditerranée. Vous contrôlez plus de terres que Rome n'en a jamais rêvé. Et en cet instant, vous pourchassez une petite armée égyptienne à travers les collines de Palestine, les voyant reculer en panique. Vous souriez sous votre casque laqué. C'est toujours ainsi que ça se termine. Il fuit, vous poursuivez, il meurt. À force d'être prévisible, la conquête en devient presque ennuyeuse. Mais voilà que les Égyptiens cessent de fuir. Ils se retournent. Et, dans la vallée devant vous, vous apercevez quelque chose qui vous glace le sang. Des milliers de nouveaux escadrons de cavalerie surgissent de derrière les collines. La retraite était feinte. Vous avez mordu à l'hameçon. Et l'homme qui a tendu ce piège, le sultan Koutous d'Égypte, est sur le point d'apprendre aux Mongols quelque chose qu'ils n'avaient pas appris depuis 60 ans. Comment mourir. Avant de plonger dans cette histoire oubliée de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à mettre un like et à vous abonner pour d'autres contenus de ce genre. Et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes depuis les 4 coins du monde, reliées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Pour comprendre pourquoi les Mongols se croyaient invincibles, il faut comprendre ce qu'ils avaient déjà accompli. Ce n'était pas simplement une armée. C'était une force de la nature qui avait réécrit la carte du monde. Quand Gengis Khan est mort en 1227, son empire s'étendait déjà de la Corée à la mer Caspienne. Mais ses descendants ne s'en contentaient pas. Ils en voulaient si davantage, ils en voulaient toujours plus. L'expansion mongole reposait sur une philosophie simple, se soumettre ou mourir. Lorsqu'une ville se rendait, on lui laissait la vie sauve en échange d'un tribut. Lorsqu'une ville résistait, chaque homme, chaque femme et chaque enfant étaient massacrés pour servir d'avertissement à la suivante. C'était du terrorisme érigé en stratégie militaire et cela fonctionnait avec une efficacité terrifiante. La machine de guerre mongole n'avait pas d'équivalent dans le monde médiéval. Ce n'étaient pas des hordes barbares désorganisées. C'était l'armée la plus sophistiquée de la planète. Chaque guerrier mongol naissait en selle. Les enfants apprenaient à monter à cheval avant même de savoir marcher. À 5 ans, ils s'exerçaient déjà au tir à l'arc. À 10 ans, ils chassaient le loup. À 15 ans, ils étaient prêts pour la guerre. Chaque guerrier emmenait plusieurs chevaux en campagne, généralement 3 ou 4, ce qui leur permettait de chevaucher des jours durant sans s'arrêter en alternant des montures reposées. Tandis que les chevaliers européens épuisaient leurs lourds destriers, la cavalerie mongole pouvait parcourir près de 160 km en une seule journée et être encore prête au combat. Leurs arcs composites étaient de véritables merveilles d'ingénierie. Fabriquées en corne, en bois et en tendons, ces armes pouvaient propulser des flèches à près de 300 mètres avec une force suffisante pour percer les armures. Un archer mongol entraîné pouvait décocher 12 flèches par minute tout en lançant sa monture au grand galop. Imaginez affronter cela. 1 millier de cavaliers, chacun tirant une douzaine de flèches toutes les 60 secondes, tout en se déplaçant plus vite que vous ne pourriez courir. C'était comme affronter une batterie d'artillerie mobile. Les armées européennes n'avaient rien qui puisse égaler cette combinaison de vitesse, de portée et de puissance de feu. Mais la plus grande arme des Mongols, ce n'était ni leurs arcs ni leurs chevaux, c'était leur réseau de renseignement. Avant d'envahir une région, ils envoyaient des marchands, des voyageurs et des espions recueillir des renseignements. Ils cartographièrent les routes, repéraient les points d'eau et recensèrent les divisions politiques de leurs ennemis. Ils savaient quand quels nobles se haïssaient, quelles villes étaient mal défendues, quels généraux étaient incompétents. Au moment où l'armée mongole arrivait, ils en savaient le plus sur le royaume ennemi que le roi ennemi lui-même. Ces renseignements leur permettaient d'exploiter les faiblesses, de dresser les alliés les uns contre les autres et de frapper exactement au bon moment. Leur tactique militaire était tout aussi sophistiquée. Les Mongols ont été les pionniers de la retraite feinte, une manœuvre qui consistait à faire semblant de fuir, pris de panique, pour attirer l'ennemi à leur poursuite. Une fois l'ennemi étiré et désorganisé, occupé à poursuivre ce qu'ils croyaient être une armée en déroute, les Mongols se retournaient et l'anéantissaient. Ils employèrent cette tactique pour détruire les armées de Pologne, de Hongrie et de Russie. Cela fonctionnait parce que la psychologie humaine est prévisible. Quand des soldats voient de l'ennemi prendre la fuite, ils veulent le poursuivre. La discipline se relâche, les rangs se disloquent. Et c'est là que les Mongols frappaient.
Ils maîtrisaient aussi l'art du siège en intégrant à leur rang des ingénieurs chinois et persans. Ces ingénieurs construisèrent des trébuchets capables de lancer des projectiles explosifs. Ils concevèrent des tours de siège qui écrasaient de leur hauteur les remparts des villes. Ils détournèrent des rivières pour inonder les défenses ou ouvrir des brèches. Des villes invaincues depuis des siècles étaient réduites en ruines en quelques semaines. Les Mongols combinaient la mobilité des guerriers des steppes et le génie technique des civilisations les plus avancées du monde. C'était une combinaison imbattable. En 1258, les Mongols arrivèrent devant Bagdad. Ce n'était pas une ville comme les autres. C'était le joyau du monde islamique, la ville aux millions d'habitants, foyer du califat abbasside qui régnait depuis 5 siècles. Bagdad était le cœur intellectuel de l'islam. La Maison de la Sagesse abritait des centaines de milliers de manuscrits, des traités scientifiques, des textes médicaux, des tables astronomiques et des œuvres philosophiques accumulées au fil des siècles. Des savants du monde entier venaient y étudier. La ville était si riche que ses marchés vendaient des produits venus de Chine, d'Inde, d'Afrique et d'Europe. Ses poètes étaient célèbres. Ses architectes élevaient des édifices qui émerveillaient les visiteurs. C'était l'une des grandes villes de la civilisation humaine. Le calife, Al-Mustasim, croyait sa ville trop sainte pour tomber. Il croyait que Dieu le protégerait. Il pensait que les Mongols n'étaient qu'une nouvelle invasion tribale avec laquelle on pourrait négocier ou qu'on pourrait acheter. Il se trompait de manière catastrophique. Le commandant mongol, Hulagu Khan, petit-fils de Gengis Khan, proposa des conditions. Ouvrez les portes, livrez votre trésor, licenciez votre armée et votre peuple vivra. Le calife refusa. Il renvoya des messages insultants, traitant les Mongols de barbares et les menaçant de châtiments divins. Il croyait ses murs trop solides. Il croyait ses armées trop nombreuses. Il croyait aux miracles. Hulagu croyait aux machines de siège. Les Mongols encerclèrent Bagdad en janvier 1258 et amenèrent de leur corps d'ingénieurs chinois. Ce n'étaient pas des nomades primitifs jetant des pierres. Ils avaient absorbé la technologie de toutes les civilisations qu'ils avaient conquises. Ils construisirent des trébuchets capables de projeter par-dessus les murailles des pierres de 300 livres. Ils élevèrent des tours de siège plus hautes que les fortifications de la ville. Ils creusèrent des tunnels sous les murs et les firent s'effondrer par le feu et les explosifs. Ils détournèrent le Tigre, provoquant des crues qui sapèrent les défenses de la ville. Le siège fut une démonstration magistrale de génie militaire médiéval. L'armée du calife, si impressionnante sur le papier, se révéla inutile. Ces généraux étaient des politiciens, pas des militaires. Ils devaient leur poste aux relations familiales et aux pots de vin, non à la compétence militaire. Quand ils sortirent affronter les Mongols en rase campagne, ils furent massacrés en quelques heures. Les survivants se replièrent dans la ville, démoralisant la garnison. Les murailles, qui tenaient depuis des siècles, commencèrent à s'effriter sous le bombardement incessant. Début février, les Mongols avaient ouvert plusieurs brèches. La fin était inévitable. Le 5 février 1258, les Mongols se déversèrent par les murailles brisées. Ce qui suivit fut l'un des pires massacres de l'histoire humaine. Pendant 7 jours, les Mongols massacrèrent la population de Bagdad. Ils allèrent rue par rue, maison par maison, tuant tous ceux qu'ils trouvaient. Les chroniques contemporaines parlent de 800 000 morts. Les historiens modernes penchent plutôt pour 200 000. Mais même cette estimation prudente demeure l'un des plus grands actes de génocide de l'histoire. Les rues furent tellement inondées de sang que le Tigre en devint rouge. On sentait l'odeur des cadavres en décomposition à près de 80 km à la ronde. Les survivants réfugiés dans d'autres villes décrivirent des scènes d'horreur inimaginables. On obligea des parents à regarder leurs enfants se faire tuer. Des savants furent arrachés aux bibliothèques et décapités, des femmes furent violées puis assassinées. Les vieillards étaient précipités des toits. La Maison de la Sagesse, la plus grande bibliothèque du monde islamique, fut méthodiquement détruite. Les Mongols ne se contentèrent pas de l'incendier. Ils jetèrent les livres dans le Tigre. Des centaines de milliers de manuscrits, des œuvres irremplaçables de science, de médecine, de philosophie et de poésie furent déversés dans l'eau. Les témoins affirmaient qu'on pouvait traverser le fleuve sur un pont de livres flottants. L'encre d'un si grand nombre de textes noircit l'eau, des siècles de savoir accumulés, l'héritage intellectuel de la civilisation islamique furent balayés en quelques jours. Ce fut un génocide culturel dont on ne verrait plus l'équivalent avant le XXe siècle. Le calife lui-même, Al-Mustasim, fut capturé et amené devant Hulagu Khan. Le général mongol lui infligea une dernière humiliation. On l'obligea à assister à la destruction de sa ville. On le contraignit à révéler l'emplacement de ses trésors cachés. Puis il fut exécuté d'une manière hautement symbolique. Les Mongols croyaient que répandre le sang royal à terre portait malheur. Alors on enveloppa Al-Mustasim dans un tapis et on le fit piétiner à mort par des chevaux. Le guide spirituel de millions de musulmans, le successeur du prophète Muhammad, fut écrasé comme un insecte. Toute sa famille fut tuée avec lui. Le califat abbasside, qui avait régné plus de 500 ans, cessa d'exister.
Le message adressé au reste du Moyen-Orient était clair comme un coup de tonnerre: vos villes brûleront, vos livres se changeront en cendres, vos califes mourront dans des tapis, vos armées seront anéanties, et votre Dieu ne vous sauvera pas. Aucun mur n'est trop épais, aucune armée n'est trop grande, aucune ville n'est trop sainte. Résistez et mourrez, soumettez-vous et vivez. Telles étaient les seules options. Et pendant 2 ans après Bagdad, ce message se révéla tragiquement exact. Les Mongols déferlèrent sur la Syrie comme un fléau. Alep, l'une des plus anciennes villes habitées sans interruption au monde, tomba après un siège de seulement 5 jours. Les Mongols tuèrent tous ceux qui avaient pris part à la défense. La célèbre citadelle de la ville, qui avait résisté à d'innombrables sièges au fil des siècles, fut prise d'assaut et sa garnison massacrée. Damas, l'ancienne capitale du califat omeyyade, avait vu ce qui arrivait aux villes qui résistaient. Quand l'armée mongole se présenta à ses portes en mars 1260, les notables de la ville ouvrirent sans combattre. Ils se rendirent aussitôt, offrant tribut et jurant fidélité à Hulagu Khan. Les Mongols acceptèrent la reddition mais occupèrent tout de même la ville. Ils nommèrent un gouverneur mongol et imposèrent des impôts écrasants. Les chrétiens de Damas, qui vivaient sous domination musulmane depuis 6 siècles, accueillirent d'abord favorablement les Mongols, car l'épouse de Hulagu et plusieurs de ses généraux étaient des chrétiens nestoriens. Ils pensèrent que les Mongols leur seraient favorables. Mais les Mongols ne se souciaient pas de favoritisme religieux. Ce qui comptait pour eux, c'était le contrôle et le tribut. Sous leur joug, tous souffraient à égalité. Les États croisés en Terre Sainte observaient tout cela avec un mélange de crainte et de calcul. Il s'agissait de royaumes européens fondés lors de la première croisade, comme le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli. Depuis 150 ans, ils se battaient contre les musulmans pour le contrôle du Levant. Ils avaient remporté certaines batailles et en avaient perdu d'autres. Mais ils avaient survécu en dressant les différentes puissances musulmanes les unes contre les autres. Or voilà qu'un nouvel acteur entrait soudain sur l'échiquier, et cet acteur balayait les armées musulmanes avec une facilité terrifiante. Certains chefs croisés y virent une aubaine. Ils se dirent qu'ils pourraient peut-être s'allier aux Mongols contre leurs ennemis musulmans. Le célèbre prince croisé, Bohémond d'Antioche, s'unit en effet aux Mongols lors de leur invasion de la Syrie. Il fournit des éclaireurs, des vivres et même des troupes. Quand l'armée de Hulagu s'empara d'Alep, les soldats de Bohémond prirent part au massacre. Chevaliers chrétiens et guerriers mongols massacrèrent côte à côte des civils musulmans. Ce fut l'une des alliances les plus étranges et les plus cyniques de l'histoire médiévale. Bohémond n'était pas mu uniquement par la stratégie militaire, il était mu par la vengeance et la haine religieuse. Depuis des décennies, les croisés subissaient des défaites humiliantes aux mains des armées musulmanes. Ils tenaient enfin une occasion de riposter, mais d'autres chefs croisés se montrèrent ne plus prudents. Ils avaient compris que les Mongols étaient dangereux pour tous, pas seulement pour les musulmans. Les Mongols avaient déjà détruit des royaumes chrétiens en Géorgie et en Arménie. Ils avaient anéanti des populations chrétiennes en Perse. Ils se fichèrent de la religion. Seule comptait la soumission. Les seigneurs croisés avisés savaient que l'allié d'aujourd'hui pouvait devenir le conquérant de demain. Ils restèrent neutres, observant et attendant de voir ce qui adviendrait. En 1260, il ne restait plus qu'une grande puissance musulmane dans la région, le sultanat mamelouk d'Égypte. Et les Mongols lui envoyèrent une lettre. Ce n'était pas un courrier diplomatique poli. Ce n'était pas une demande de négociation. C'était une menace enveloppée de mépris, destinée à humilier et à terroriser. Le message de Hulagu Khan au sultan Qutuz disait « From the King of Kings of the East and West, the Great Khan, to Qutuz the Mamluk, who fled to escape our sword, you have heard how we have conquered a vast empire and purified the earth of disorder. » Ils croyèrent que les Mongols déchaîneraient toute leur fureur sur le Caire et en feraient un nouveau Bagdad. Ils imaginaient leurs familles massacrées, leurs richesses confisquées, leur civilisation détruite. Certains émirs commencèrent à prévoir de fuir en Afrique du Nord ou au Yémen, n'importe où hors de portée des Mongols. Mais Qutuz les fit taire par un discours devenu légendaire. Il dit « Vous pensez que la soumission nous sauvera ? Vous pensez que les Mongols tiendront parole ? Demandez au calife de Bagdad si les Mongols tiennent leurs promesses. Ah non, vous ne pouvez pas parce qu'ils l'ont fait piétiner à mort dans un tapis. Demandez aux habitants d'Alep si la reddition les a sauvés. Demandez aux chrétiens de Géorgie qui se sont alliés aux Mongols et ont été anéantis quand même. Les Mongols ne veulent pas de tribut. Ils veulent le monde. Aujourd'hui, ils exigent des impôts. Demain, ils exigeront nos fils comme esclaves. L'an prochain, ils exigeront nos filles comme concubines. Et l'année d'après, quand ils nous auront saigné à blanc et que nous n'aurons plus rien à donner, ils nous tueront quand même parce que c'est ce qu'ils font. Alors je dis qu'il faut se battre. Nous nous battons maintenant tant que nous avons encore une armée. Nous nous battons ici tant que nous avons encore un royaume. Nous nous battons parce que la seule chose pire que mourir debout, c'est vivre à genoux. La salle resta silencieuse quand il eut terminé. Puis, un par un, les émirs se mirent à acquiescer.
Kutuz avait touché quelque chose de plus profond que la logique ou la stratégie. Il avait touché leur fierté. C'était ceux des Mamelouks, des guerriers formés dès l'enfance à ne jamais laisser paraître la moindre peur. L'idée de s'incliner devant qui que ce soit, même les Mongols, leur était intolérable. Kutuz leur avait donné la permission de faire ce qu'ils brûlaient déjà de faire, se battre. Pour comprendre pourquoi Kutuz a pris cette décision et pourquoi ces hommes l'ont suivi vers ce qui ressemblait à une mort certaine, il faut comprendre qui étaient les Mamelouks. Ce n'étaient pas des Égyptiens, ce n'étaient pas des Arabes, c'étaient des esclaves. Le mot Mamelouk signifie littéralement « posséder ». Mais il ne s'agissait ni de l'esclavage de plantation, ni de la servitude domestique. C'était un esclavage militaire, un système propre au monde islamique qui a produit les soldats les plus redoutables sur Terre. Voici comment cela fonctionnait. Des marchands d'esclaves enlevaient ou achetaient de jeunes garçons dans les steppes eurasiatiques, des régions comme la Circassie, la Géorgie, les montagnes du Caucase et surtout au sein des tribus turques au nord de la mer Noire. Ces garçons, généralement âgés de 8 à 12 ans, étaient sélectionnés pour des qualités bien précises. Ils devaient être forts, agressifs et intelligents. Les faibles et les sots étaient vendus sur d'autres marchés. Les meilleurs éléments étaient acheminés en Égypte et vendus au sultan. Mais au lieu d'être exténués jusqu'à la mort dans des champs ou des mines, ils étaient inscrits dans une académie militaire qui faisait passer l'entraînement spartiate pour une colonie de vacances. Pendant les 10 à 15 années suivantes, ces garçons n'apprenaient que la guerre. On leur apprenait à monter à cheval avant même qu'ils sachent écrire leur propre nom. Ils s'exerçaient au tir à l'arc jusqu'à ce que leurs doigts saignent et se couvrent de cale. On les entraînait au combat à l'épée, aux charges à la lance, au maniement de la masse d'armes et à la lutte, jusqu'à ce que les gestes deviennent des automatismes, des réflexes qui ne demandaient plus la moindre réflexion. On leur apprenait à lire, mais uniquement des manuels militaires et le Coran. Ils apprenaient les mathématiques, mais seulement pour l'ingénierie de siège, la logistique et le calcul des charges de cavalerie. Ils étudiaient la géographie, mais uniquement pour comprendre les champs de bataille et les itinéraires de campagne. Il leur était interdit de se marier durant leur formation. Il leur était interdit de posséder des biens. Il leur était interdit de quitter la caserne, sauf pour les exercices. Il leur était interdit d'avoir une autre identité que celle de soldats. La caserne devenait leur famille. Leur unité devenait leur fraternité. Les Mamelouks plus âgés qui les formaient faisaient figure de père. Les garçons qui s'entraînaient à leur côté leur devenaient plus proches que des frères de sang. Cela créait un système de parenté artificielle, plus fort que le sang parce qu'il se forgeait dans la souffrance partagée. Le but était de façonner une arme humaine qui n'est de loyauté qu'envers l'armée et le sultan qui les nourrissait. Un Mamelouk n'avait aucune tribu à laquelle retourner. Il n'avait pas de patrie qui l'attendait. On lui arrachait son identité ethnique. Sa langue maternelle était remplacée par l'arabe. Sa religion, païenne ou chrétienne, cédait la place à l'islam. Tout ce qui le définissait avant l'esclavage était effacé et à la place, on bâtissait une seule identité, unifiée, guerrier mamelouk. Lorsque leur formation s'achevait, généralement au début de leur vingtaine, on les affranchissait. C'était l'astuce qui faisait marcher le système. Ils devenaient des hommes libres, techniquement des citoyens dotés de droits et de privilèges. Mais c'étaient des hommes sans patrie, sans famille, hors de l'armée, et sans autre savoir-faire que celui de tuer. La seule famille qu'ils connaissaient, c'était leur unité. Leur seul foyer, la caserne. Et le seul but qu'ils comprenaient, c'était la guerre. Il en résultait une caste militaire fanatiquement loyale, superbement entraînée et absolument terrifiante au combat. Un seul guerrier mamelouk représentait 15 ans d'entraînement intensif et une fortune, en ressources. On les nourrissait des meilleurs aliments, on leur donnait les meilleures armes, on les équipait des armures les plus fines. Chaque cavalier mamelouk montait un cheval valant plus qu'une petite ferme. Son armure, qu'il s'agisse d'une cotte de maille ou d'une armure lamellaire, était ajustée sur mesure à son corps. Ses armes étaient des pièces de maître, des épées et des sabres forgés par les meilleurs armuriers de Damas et du Caire. Son arc composite était fabriqué à l'unité et réglé selon sa puissance d'armement. En matière d'entraînement, d'équipement et d'efficacité au combat, un guerrier mamelouk était l'équivalent médiéval d'un soldat des forces spéciales modernes. Vers 1250, les Mamelouks étaient devenus si puissants qu'ils renversèrent le gouvernement égyptien par un coup d'État et installèrent l'un des leurs comme sultan. La famille régnante descendante de Saladin fut écartée. Les Mamelouks proclamèrent que seul un Mamelouk pouvait gouverner l'Égypte. C'était le triomphe ultime de la caste servile. Les possédés étaient devenus les possédants. Ce sultan fut d'abord un certain Aybak, mais c'était un homme faible et indécis. Il finit par être assassiné par sa femme au terme d'une intrigue de palais digne d'une série Netflix. Après plusieurs années de chaos politique et d'assassinat, Kutuz s'empara du pouvoir en 1259. Kutuz était un survivant au sens plein du terme. Il était né prince en Asie centrale, dans un petit royaume appelé Khwarazm. Mais dans son enfance, les Mongols envahirent.
Son père, gouverneur régional, tenta de résister. Les Mongols ne se contentèrent pas de vaincre son armée. Ils firent de toute sa famille un exemple. Son père fut exécuté. Sa mère et ses sœurs furent réduites en esclavage ou tuées. Ses frères furent massacrés. Le jeune Kutuz fut capturé, enchaîné et vendu à des marchands d'esclaves. On le fit traverser la Perse comme une marchandise et il échoua finalement à Damas, où il fut de nouveau vendu puis envoyé en Égypte. Imaginez, prince encore enfant un jour, esclave le lendemain. Imaginez voir votre monde entier partir en fumée, votre famille anéantie, votre avenir effacé. Ce traumatisme a façonné tout ce que Kutuz allait devenir. Adolescent, il intégra le système de formation mamelouk et canalisa toute sa rage et son chagrin pour devenir le meilleur guerrier possible. On remarqua sa férocité à l'entraînement, son intelligence dans les exercices tactiques et son ambition dévorante. Il gravit les échelons à toute vitesse, devint officier, puis général, avant de s'emparer finalement du sultanat au moment où l'Égypte avait besoin d'une main ferme. Alors, lorsque Hulagu Khan lui envoya cette lettre exigeant sa soumission, Kutuz n'y vit pas un choix politique. Il y vit les meurtriers de sa famille qui lui demandèrent de mettre genou à terre. Il y vit les forces qui avaient anéanti le royaume de son enfance lui ordonner d'abandonner le seul foyer qui lui restait. Et il choisit la violence. Mais Kutuz avait un problème. Son armée était excellente, peut-être la meilleure du Moyen-Orient, mais elle était réduite. Il disposait d'environ 12 000 cavaliers lourds mamelouks. Face à toute la puissance de l'empire mongol, c'était une goutte d'eau. Les Mongols pouvaient aligner des armées de 100 000 hommes et plus. Ils remplaçaient aisément leurs pertes en enrôlant des troupes dans les territoires conquis. Kutuz avait besoin de plus d'hommes et il devait les prendre à une source qu'il exécrait. C'est là que l'histoire devient politiquement fascinante. Le plus grand atout militaire de l'Égypte ne se trouvait pas en Égypte. Il était en Syrie, à la tête de la garnison de Damas. Il s'appelait Baybars et c'était une légende. Baybars al-Bundukdari, surnommé Baybars l'arbalétrier, était un commandant mamelouk qui avait gravi les échelons par le seul mérite de son talent et de sa brutalité. C'était un géant d'homme, dit-on, de plus de 6 pieds. À une époque où le soldat moyen mesurait 5 pieds 5, une blessure d'enfance lui avait voilé un œil et lui avait donné un regard de prédateur figé pour toujours. On disait que les enfants pleuraient quand il posait les yeux sur eux. Les hommes évitaient son regard. Sa présence physique était intimidante, mais c'était son génie militaire qui le rendait vraiment dangereux. C'était peut-être le meilleur tacticien de cavalerie vivant. Il avait pris part à des dizaines de campagnes, remporté chacune d'elles, et laissé derrière lui une traînée de cadavres qui traversaient le Moyen-Orient. Mais Baybars et Kutuz se haïssaient d'une passion qui frisait le maladif. Quelques années plus tôt, le sultan précédent avait été assassiné. 2 factions s'étaient de disputer le pouvoir. L'une soutenait Kutuz, l'autre un candidat rival. Baybars avait soutenu le rival. Le Caire avait été le théâtre de combats de rue entre les 2 camps. Les Mamelouks s'entretuaient. Quand la poussière retomba, Kutuz l'avait emporté. Il aurait pu faire exécuter Baybars pour trahison et nombre de ses conseillers l'y poussaient. Mais Kutuz eut l'intelligence de comprendre qu'il est stupide de tuer son meilleur général. Il choisit donc de l'exiler en Syrie, aussi loin que possible des centres du pouvoir. Une humiliation, une rétrogradation déguisée en promotion. Baybars commandait la garnison de Damas, mais chacun savait qu'on l'avait mis sur la touche. Des années durant, Baybars ruminait sa colère. Il commandait des troupes, livrait des escarmouches contre les croisés et guettait l'occasion de revenir prendre le pouvoir. Lui et Kutuz étaient des ennemis qui avaient appris à s'ignorer, car un affrontement ouvert les anéantirait tous deux. Mais à présent, face à l'anéantissement que promettaient les Mongols, Kutuz fit quelque chose de remarquable. Il envoya un message à Baybars. Pas un ordre, pas une exigence, une requête. Il écrivit « Les Mongols arrivent, ils détruiront l'Égypte et la Syrie. Nos haines personnelles ne sont rien face à l'extinction. Reviens, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Baybars aurait pu refuser. Il aurait pu rester en Syrie, conclure une paix séparée avec les Mongols et regarder Kutuz mourir à bonne distance. Il aurait pu laisser son ennemi être détruit, puis ramasser les morceaux. Mais Baybars avait compris une chose cruciale. Les Mongols ne négociaient pas. Ils imposèrent leurs conditions. Aujourd'hui, ils exigeraient un tribut. Demain, des otages. À terme, ils voudraient tout. Et, quand vous n'auriez plus rien à offrir, ils vous tueraient quand même. Si l'Égypte tombait, il ne resterait plus nulle part où fuir. Les Mongols domineraient le monde. Les rancœurs personnelles ne pesaient plus rien quand l'anéantissement vous fixait droit dans les yeux. Baybars prit la route du sud avec sa cavalerie, les meilleures troupes de Syrie. Lorsqu'il entra au Caire, la ville était en panique contenue. Tout le monde savait que les Mongols arrivaient. Les marchands fuyaient avec leurs marchandises. Les familles aisées emballaient leurs objets de valeur. Les pauvres priaient dans les mosquées, implorant Dieu de les délivrer. Kutuz accueillit Baybars aux portes de la citadelle. Selon les chroniqueurs, Kutuz mit pied à terre, s'avança vers Baybars et l'enlaça comme un frère qu'il croyait perdu depuis longtemps. C'était du théâtre politique, oui,
une mise en scène pour les soldats et les civils qui assistaient à la scène. Mais c'était aussi vrai dans un sens plus profond. À cet instant, deux ennemis devinrent alliés parce que l'alternative était l'anéantissement. Ils se tinrent côte à côte et s'adressèrent aux troupes rassemblées. Kutuz parla le premier, rappelant aux soldats ce que les Mongols avaient fait à Bagdad, à Alep, à toutes les villes qui avaient à résister. Puis Baybars prit la parole, plus simple et plus brutale. « Nous combattons ou nous mourrons. Il n'y a pas de troisième option. Choisissez maintenant celle que vous préférez. » Les soldats choisirent de se battre, non pas parce qu'ils croyaient pouvoir gagner, mais parce que mourir au combat valait mieux que mourir dans un massacre. Kutuz avait à présent une armée. 21 000 cavaliers lourds mamelouks, les soldats les mieux entraînés au monde. Mais il lui restait un problème que toute la bravoure du monde ne pouvait résoudre. Les Mongols disposaient de 25 000 cavaliers dans le corps expéditionnaire venant de Syrie et, derrière eux, en Perse, Hulagu Khan en commandait des centaines de milliers d'autres. Les chiffres étaient implacables. Si les deux armées se rencontraient en rase campagne, dans le choc médiéval classique de cavalerie contre cavalerie, la décision se jouerait à peu de choses. Peut-être que les Mamelouks l'emporteraient, peut-être qu'ils perdraient. Au mieux, c'était joué à pile ou face, et Kutuz ne pouvait pas se permettre ce pari. Il ne pouvait pas risquer de perdre toute son armée en un seul après-midi. S'il perdait, il n'y avait pas de deuxième armée en attente. Il n'y avait pas de réserve. L'Égypte serait sans défense. Il lui fallait un avantage, il devait combattre les Mongols à ses conditions sur un terrain de son choix. Il devait tourner leurs forces en faiblesse. Il lui fallait un piège. Et il en trouva un dans une vallée de la Palestine du Nord appelée Ain Jalut, la source de Goliath. Le nom, à lui seul, avait quelque chose de prophétique, comme si Dieu en personne montrait la voie. Ain Jalut n'était rien, stratégiquement parlant, qu'un point d'eau où les caravanes s'arrêtaient pour remplir leurs outres avant de franchir les collines arides vers Damas. Le site était entouré d'un terrain accidenté, de crêtes abruptes couvertes de broussailles et d'un sol rocailleux. Pour un général mongol habitué à combattre sur les steppes ouvertes d'Asie centrale, où l'on voyait à des kilomètres à la ronde, Ain Jalut avait tout d'un terrain épouvantable. La visibilité était mauvaise, le relief limitait les mouvements. La cavalerie ne pouvait pas manœuvrer librement. C'était précisément le genre d'endroit qu'un chef avisé se serait bien gardé de choisir. Pour Kutuz, cela ressemblait à une souricière, un site d'embuscade naturelle où le nombre pèserait moins que le positionnement. Le plan était simple dans son principe, mais exigeait une exécution parfaite et des nerfs d'acier. Kutuz diviserait son armée en deux parts inégales. Il prendrait une petite avant-garde, peut-être 3000 hommes, ses meilleurs guerriers, ceux en qui il avait le plus confiance. Il marcherait vers le nord, en Palestine, à découvert, laissant les éclaireurs mongols le repérer. Il livrerait de petites escarmouches, puis se replierait. Il attirerait les Mongols vers le sud, les entraînant toujours plus avant dans un terrain qui favorisait l'embuscade plutôt que la bataille rangée. Pendant ce temps, Baybars prendrait le gros des troupes, 17 000 cavaliers, et progresserait parallèlement à Kutuz mais en restant caché. Il utiliserait les collines et les vallées pour masquer ses mouvements. Il marcherait la nuit et se dissimulerait le jour. Il disposerait ses troupes sur les crêtes et dans les ravins qui entourent Ain Jalut en les déployant de manière à encercler la vallée sur 3 côtés. Quand les Mongols s'engageraient à la poursuite de Kutuz, quand ils entreraient dans la vallée, Baybars refermerait le piège, il en refermerait les mâchoires et les écraserait. Sur le papier, le plan était brillant, il était aussi insensé. Tout dépendait de facteurs échappant au contrôle de Kutuz. Il fallait que les Mongols mordent à l'hameçon. Il fallait qu'ils poussent dès la poursuite de Kutuz assez loin vers le sud pour atteindre Ain Jalut. Il fallait qu'ils entrent dans la vallée en force, en y engageant toute leur armée. S'ils reconnaissaient minutieusement les collines et repéraient les troupes dissimulées de Baybars, le piège échouerait et l'embuscade tournerait au désastre. Si Kutuz se repliait trop lentement, son avant-garde serait rattrapée et anéantie avant que Baybars puisse réagir. S'il se retirait trop vite, les Mongols pourraient se méfier et interrompre la poursuite. Si les Mongols ne poursuivaient pas du tout, s'ils décidèrent de contourner Kutuz pour marcher directement sur le Caire, toute la stratégie s'effondrerait. Kutuz jouait son royaume tout entier, sa vie et l'avenir de l'islam sur une série d'hypothèses quant au comportement de l'ennemi. Il pariait que les Mongols seraient de trop arrogants pour voir le piège. Il pariait que 60 années de victoires ininterrompues les avaient rendus négligents, trop sûrs d'eux, méprisants envers leurs ennemis. Il misait sur l'orgueil de l'ennemi, le plus mortel des péchés en guerre. C'était un pari digne d'un joueur de poker qui fait tapis avec une main faible, bluffant alors que tout est en jeu. Mais c'était la seule carte qui lui restait à jouer. L'armée mongole qui marchait vers l'Égypte était commandée par un général nommé Kitbuka Noyan. C'était un chrétien nestorien, l'un des nombreux non-musulmans au service de la machine militaire mongole. Les Mongols étaient d'une grande diversité religieuse, chose étrange pour un empire médiéval. Ils comptaient des généraux bouddhistes, des commandants musulmans, des officiers chrétiens et des chamans païens, tous servant côte à côte. Ils se souciaient un peu de la religion,
pourvu que l'on obéisse aux ordres et que l'on gagne des batailles. Kitbuka était un vétéran d'une douzaine de campagnes. Il s'était battu en Perse, pillant des villes et brisant des armées. Il avait pris part au siège de Bagdad, regardant brûler la plus grande ville de l'islam. Il avait déferlé sur la Syrie, acceptant la reddition de Damas. Il était compétent, expérimenté, brutal et absolument convaincu de la supériorité mongole. Et comment ne pas l'être? Son armée n'avait jamais failli. En 60 ans, les Mongols avaient conquis plus de territoire qu'Alexandre le Grand, plus que Rome à son apogée. Ils avaient détruit des royaumes qui tenaient depuis des siècles. Ils avaient écrasé des armées 3 fois plus nombreuses. Ils étaient les superprédateurs du monde médiéval et tout le monde le savait. À la fin du mois d'août 1260, Kitbuka reçut de ses éclaireurs des renseignements annonçant qu'une petite force égyptienne remontait vers le nord à travers la Palestine. C'était inattendu. Les Égyptiens étaient encensés se terrer derrière les murs du Caire, terrorisés et prêts à se rendre. Au lieu de cela, ils avançaient comme s'ils cherchaient la bataille. Kitbuka sourit en apprenant la nouvelle, les Égyptiens étaient des fous. Ils marchaient à leur perte. Cela signifiait qu'ils n'auraient pas à marcher jusqu'au Caire à travers un désert hostile. Ils pouvaient les détruire ici, en Syrie, sur un territoire qu'ils contrôlaient. Ils pouvaient écraser leur armée en un après-midi et ensuite entrer en Égypte sans opposition. C'était presque trop beau, comme si l'ennemi faisait le travail à sa place. Kitbuka ordonna à toutes ses troupes de se lancer à la poursuite. 25 000 cavaliers mongols se mirent en marche vers le sud à travers les collines de Palestine, suivant l'avant-garde de Kutuz comme des loups sur la piste d'une proie blessée. La chasse dura des jours, s'étirant à travers le pays. Chaque fois que les Mongols se rapprochaient assez pour engager le combat, les Égyptiens se retournaient et livraient une brève escarmouche, infligeaient des pertes, puis décrochaient et se repliaient. Cela ressemblait à de classiques tactiques de harcèlement, les manœuvres désespérées d'une force inférieure en nombre cherchant à éviter la bataille décisive. Les Mamelouks chargeaient, échangeaient des volées de flèches et des coups d'épée, puis se retiraient avant que les Mongols ne puissent les encercler. On aurait dit qu'ils jaugeaient la force mongole, qu'ils en recherchaient les faiblesses. On aurait dit qu'ils temporisaient, gagnant du temps pour quelque chose. Les officiers de Kitbuka rapportèrent que les Égyptiens étaient démoralisés, abandonnaient des approvisionnements le long de la route et se repliaient dans un désordre croissant. Quelques traînards mamelouks furent capturés et interrogés. Sous la torture, ils affirmèrent que leur commandant avait perdu son sang-froid, que l'armée se disputait pour savoir s'il fallait continuer le combat ou fuir vers l'Égypte. Tout confirmait ce que Kitbuka croyait déjà. Les Égyptiens étaient des lâches qui couraient pour sauver leur peau, et ce serait un massacre. Les troupes mongoles brûlaient à d'en découdre. Elles faisaient campagne depuis des mois sans butin notable. L'Égypte passait pour riche, pleine d'or et d'esclaves. Ils voulaient en finir pour pouvoir se mettre au pillage. Le 2 septembre, l'avant-garde de Kutuz entra dans la vallée d'An Jalut. Les Mongols suivaient à moins d'une journée de marche, assez près pour voir les nuages de poussière soulevés par la cavalerie égyptienne. Kitbuka pressa davantage ses hommes, sentant que l'heure décisive approchait. Il ne voulait pas que les Égyptiens s'échappent dans le désert. Il voulait les acculer et en finir. Cette nuit-là, tandis que les Mongols faisaient un camp à quelques kilomètres au nord, se préparant à la poursuite finale le lendemain matin, Kutuz rassembla ses 3000 hommes et leur dit la vérité. Il ne leur mentit pas. Il n'édulcora pas la situation. Il leur dit que, le lendemain, ils seraient là-bas dans un piège. Il leur dit qu'ils devraient tenir et se battre contre une armée 8 fois plus nombreuse. Il leur dit qu'ils devaient fixer les Mongols assez longtemps pour que Baybars déclenche l'embuscade, et si Baybars tardait, si le rendez-vous manquait d'1 heure seulement, ils mourraient tous. Il ne leur promit pas la victoire. Il ne leur promit pas qu'ils survivraient pour revoir leur famille. Il leur promit le martyre, une mort glorieuse en combattant pour l'islam contre les ennemis de Dieu. Il leur rappela ce que les Mongols avaient fait à Bagdad, comment ils avaient massacré femmes et enfants, comment ils avaient détruit les lieux les plus saints de l'islam. Il leur dit que si le lendemain ils prenaient la fuite, s'ils rompaient et s'enfuyaient, l'Égypte tomberait et l'islam serait détruit. Leur seul espoir, leur seule chance de survie, était de tenir et de se battre comme si leur vie ne comptait pour rien. Et à son crédit, et à celui de ses guerriers, pas un seul homme ne déserta cette nuit-là. Ils auraient pu se glisser dans l'obscurité, filer vers le sud et sauver leur peau. Mais ils restèrent, ils aiguisèrent leurs épées, vérifièrent leurs cuirasses, dirent leur dernière prière et attendirent l'aube. Le 3 septembre 1260, l'aube se leva sur la vallée d'An Jalut. La source au centre de la vallée murmurait doucement, alimentant un petit ruisseau qui serpentait dans la rocaille tel un fil d'argent. L'air était frais et sec, le ciel sans nuages et d'un bleu limpide. C'était une belle journée, de celles qui vous rendent reconnaissant d'être en vie. C'était une belle journée pour mourir. Kutuz plaça ses 3000 cavaliers au centre de la vallée, bien en vue pour quiconque arrivait par le nord, à découvert et apparemment vulnérable. Ils se rangèrent selon l'ordre de bataille traditionnel des Mamelouks. Cavalerie lourde au centre,
archers montés plus légers sur les ailes, prêts à encaisser une charge. Leurs bannières flottaient dans la brise du matin jaune et noire, les couleurs du sultanat mamelouk. Ils avaient l'air de ce qu'ils étaient, une petite armée décidée à livrer un dernier combat. Dans les collines au-dessus, dissimulées dans les broussailles épaisses et derrière des crêtes rocheuses, Baïbar s'attendait, tapi, avec 17 000 hommes. Depuis, avant l'aube, ils se glissaient en position, se faufilant dans l'obscurité comme des assassins. Les sabots de leurs chevaux étaient enveloppés de bandes de tissu pour étouffer le bruit. Ils n'allumèrent aucun feu. Ils ne parlaient un pas plus fort qu'un murmure. C'étaient des fantômes, invisibles, aux aguets. Les positions étaient en parfaite. Baïbar avait de la cavalerie cachée sur les deux flancs de la vallée et derrière les crêtes au sud. Au signal, ils déferleraient de 3 directions à la fois, encercleraient les Mongols et leur couperaient toute retraite. C'était la classique tactique du marteau et de l'enclume. Kutuz était l'enclume, Baïbar était le marteau. Et les Mongols allaient être broyés entre les deux. Les éclaireurs mongols repérèrent l'avant-garde de Kutuz peu après le lever du soleil et revinrent en hâte en faire le rapport à Kitbuka. Une petite force égyptienne, 3 ou 4 000 hommes peut-être, était postée dans la vallée devant eux. Ils avaient cessé de fuir. Ils se mettaient en ordre de bataille. Kitbuka éclata de rire en l'apprenant. Ces imbéciles avaient enfin décidé de faire front. Ils avaient mal choisi leur terrain. La vallée était trop étroite pour permettre de véritables manœuvres de cavalerie, mais peu importait. Les Mongols les surpassaient si largement en nombre que la tactique devenait secondaire. Ce serait une boucherie rapide et brutale. Kitbuka fit avancer toute son armée. Il voulait que chaque homme prenne part à la victoire, qu'il partage la gloire d'anéantir la dernière armée musulmane encore debout. 25 000 cavaliers s'ébranlèrent vers le sud le long de la vallée, un fleuve d'acier et de chair s'engouffrant dans les défilés étroits. Ils se déployèrent en ordre de bataille à mesure qu'ils pénétraient dans la vallée proprement dite, s'étirant jusqu'à former le classique croissant mongol, conçu pour envelopper l'ennemi et le cribler de flèches sous un tir concentré. Kitbuka se plaça au centre de la formation, entouré de sa garde personnelle, des guerriers d'élite qui avaient combattu à travers l'Asie et l'Europe. Ses bannières flottaient au-dessus de lui, les étendards à queue de cheval du commandement mongol. Il n'attendait pas une bataille. Il attendait une exécution. Il s'attendait à ce que les Égyptiens rompent dès la première charge, qu'ils s'enfuient, pris de panique, comme toutes les autres armées l'avaient fait. Et s'ils étaient assez stupides pour tenir et se battre, ils seraient massacrés sur place. De toute façon, à midi, il dicterait les conditions de la reddition aux officiels égyptiens qui auraient survécu. Kutuz était assis sur son cheval au centre de sa formation, regardant l'armée mongole se déployer. Le spectacle était terrifiant. 25 000 cavaliers, les meilleurs du monde, se déployaient pour encercler sa maigre armée. Ces hommes étaient silencieux, tendus, les jointures blanchies sur les rênes et les poignets de leurs armes. C'étaient assez des soldats professionnels, formés à ne laisser paraître aucune peur, mais cela dépassait tout ce pourquoi l'entraînement pouvait les préparer. Ils étaient en infériorité de 8 contre 1 face à un ennemi qui n'avait jamais connu la défaite. Chaque parcelle rationnelle de leur esprit leur hurlait de courir, de fuir, de sauver leur peau. Mais ils restaient en formation, maintenus à leur poste par la discipline, la loyauté, la foi et par la certitude qu'il n'y avait de toute façon nulle part où fuir. Kutuz regarda les hommes autour de lui. C'étaient des guerriers qui avaient choisi de mourir avec lui plutôt que d'abandonner la cause. Certains étaient rien de vieux vétérans aux barbes grisonnantes, des hommes qui avaient combattu dans une douzaine de campagnes. D'autres étaient jeunes d'à peine 20 ans livrant leur première grande bataille. Tous étaient des mamelouks, des esclaves affranchis et formés pour devenir les meilleurs soldats du monde. Et tous allaient en découvrir si leur entraînement suffirait à l'emporter contre des chances infimes. Kutuz sentit quelque chose se rompre dans sa poitrine en les regardant. Pas la peur, il était au-delà de la peur désormais. Ce qu'il ressentait, c'était la rage à l'état pur, la rage contre les Mongols pour ce qu'ils avaient fait à sa famille, la rage contre le monde qu'il avait acculé, la rage contre l'injustice de tout cela. Alors, Kutuz fit quelque chose qui entra dans la légende et quelque chose qu'on raconterait encore et encore pendant des siècles. Il ôta son casque et le jeta à terre. Dans la guerre médiévale, le casque était la pièce d'armure la plus importante. Il protégeait la tête des coups d'épée et des flèches. L'ôter au combat relevait du suicide. Mais Kutuz voulait que les Mongols voient son visage. Il voulait qu'ils sachent qui s'apprêtait à les tuer. Il voulait mourir en tant que lui-même, pas comme un guerrier anonyme dissimulé derrière l'acier. Alors il poussa un cri. Pas un ordre à ses troupes, pas un cri de guerre ni une prière, juste un hurlement de fureur à l'état brut. Le cri d'un homme qui avait tout perdu et n'avait plus rien à perdre sinon sa vie, et il était prêt à la sacrifier, elle aussi. Ces hommes entendirent ce cri et comprirent. Leur commandant venait de décréter que c'était un combat à mort. Il n'y aurait pas de retraite, pas de reddition. Nulle pitié demandée ni accordée. Ils resteraient là et se battraient jusqu'à gagner ou mourir. La décision avait été prise pour eux, et c'était, d'une étrange façon, libérateur.
La peur s'évapore quand on accepte qu'on est déjà mort. Il ne reste plus qu'à faucher le plus d'ennemis possible avant de tomber. Kutuz tira son épée, la pointa vers le centre mongol et donna l'ordre « Chargez !» Sao-do. 3000 cavaliers mamelouks enfoncèrent les éperons et allèrent de percuter 25 000 Mongols. C'était mathématiquement insensé. C'était tactiquement suicidaire. Cela allait à l'encontre de tous les principes de la guerre médiévale. Mais cela marcha, non pas parce qu'ils remportèrent dans le choc initial, mais parce qu'ils ne rompirent pas. Les Mamelouks percutèrent le centre mongol comme un bélier humain. Ils ne cherchèrent pas à vaincre toute l'armée mongole. Ils cherchaient à semer le chaos, à briser la formation, à obliger les Mongols à engager leurs forces. Ils s'enfoncèrent loin dans les lignes mongoles, fauchant des guerriers, dispersant des unités, forçant les Mongols à réagir. Et les Mongols, sûrs de leur écrasante supériorité numérique, mordirent complètement à l'hameçon. Kitbuka vit la charge égyptienne et rit. Ses fous l'attaquaient. Ils lui facilitèrent la tâche. Il ordonna à ses ailes de se refermer, d'encercler et d'anéantir l'avant-garde égyptienne. La formation en croissant commença à se resserrer comme un nœud coulant. La cavalerie mongole vira vers l'intérieur sur les deux flancs, lâchant des volées de flèches, se préparant à écraser la force de Kutuz de tous côtés. De plus en plus d'unités mongoles furent aspirées vers le centre de la vallée, se tassant toujours davantage à mesure qu'elles tentaient d'atteindre les Égyptiens. La bataille se transforma en une mêlée acharnée, faite de heurts et de bousculades. Les hommes se battaient à l'épée et à la hache, au corps à corps. Les chevaux hurlaient et se cabraient. La poussière montait en nuages si épais qu'on en étouffait. Les hommes de Kutuz étaient repoussés, subissèrent des pertes, se faisaient lentement encercler. On aurait dit que la fin approchait. Les Mongols l'emportaient. Ce n'était plus qu'une question de temps avant que les Égyptiens ne soient complètement enveloppés et massacrés. Kitbuka fit avancer ses réserves. Il voulait que chaque unité soit engagée, il voulait l'anéantissement total. Il fit descendre davantage de troupes dans la vallée, les engageant de plus en plus profondément. Et c'est alors que Baybars frappa. Des collines bordant la vallée des deux côtés et des crêtes au sud, 17 000 cavaliers mamelouks jaillirent comme un volcan. Ils dévalèrent les pentes en 3 vagues massives, une marée d'acier et de chevaux. Le tonnerre de leurs sabots fit trembler le sol. Les cris de guerre de milliers d'hommes emplirent l'air. Ils percutèrent les flancs et l'arrière des Mongols avec la force d'une avalanche, frappant des unités qui n'étaient pas prêtes, qui n'étaient même pas tournées du bon côté. Les Mongols, entassés au centre de la vallée et occupés à achever l'avant-garde de Kutuz, se retrouvèrent soudain attaqués par l'arrière et sur les côtés. Le choc fut total et dévastateur. Des guerriers mongols qui avaient passé toute leur vie à tendre des embuscades, qui avaient perfectionné l'art de l'attaque surprise, devinrent les victimes de l'embuscade la mieux exécutée de tout le Moyen-Âge. Leur formation soigneusement ordonnée se désintégra en quelques secondes. Des unités qui poussaient contre Kutuz durent soudain faire volte-face pour affronter des menaces venant de 3 autres directions. Les chevaux se percutèrent. Des cavaliers furent désarçonnés. Les officiers hurlèrent des ordres qu'on n'entendait pas dans le tumulte. L'avantage numérique des Mongols s'évapora, car dans l'exiguïté de la vallée, seule une fraction de leurs forces pouvait combattre à la fois. Les autres n'étaient que des cibles offertes en attente d'être abattues. La panique, ce destructeur invisible des armées, commença à se répandre dans les rangs mongols comme une traînée de poudre. C'étaient des soldats de métier, vétérans de campagnes innombrables, des hommes qui n'étaient pas censés paniquer. Mais quand on est encerclé, quand l'ennemi frappe de partout, quand la formation s'est effondrée et qu'on ne voit plus ses chefs, la panique est inévitable. C'est une réaction biologique, pas une faute morale. Kitbuka, toujours au centre de la formation, en train de se disloquer, comprit aussitôt avec une effrayante lucidité ce qui s'était passé. On s'était joué de lui. La retraite égyptienne était feinte, soigneusement calculée pour l'attirer exactement à cet endroit. La petite avant-garde n'était qu'un appât, et il l'avait avalé tout cru. À présent, le piège s'était refermé sur toute son armée comme des mâchoires d'acier. Mais Kitbuka était un général mongol, un homme qui avait passé sa vie à conquérir le monde. Il ne paniqua pas, il n'envisagea pas la reddition. Ses idées n'existaient pas dans son vocabulaire mental. Il se mit aussitôt à rallier ses hommes, à bâtir une formation défensive, à organiser une retraite combattante. Il hurla des ordres, fit battre par ses tambours les signaux de ralliement, agita sa bannière pour rassembler les troupes autour de lui. Pendant quelques minutes désespérées, cela faillit fonctionner. Des unités d'élite mongoles commencèrent à se regrouper autour de leur général, formant un noyau défensif. Mais les Mamelouks ne lui laissèrent pas le temps de se consolider. Baybars, qui commandait la plus grande aile de la force embusquée, frappa le flanc mongol avec une précision dévastatrice. Baybars mena la charge en personne tout en tête de sa cavalerie s'exposant au danger maximal. Il ne commandait pas depuis l'arrière, il combattait, tuait, montrait l'exemple de la manière la plus viscérale qui soit. Sa cavalerie se rua dans les formations mongoles comme un raz-de-marée s'abattant sur un château de sable.
Ils ne combattaient pas comme les chevaliers européens qui chargeaient en formation serrée, la lance en arrêt. Les Mamelouks combattaient comme des guerriers des steppes parce que beaucoup d'entre eux étaient nés sur ces mêmes steppes, enlevés enfants dans les mêmes régions qui produisaient des combattants mongols. Ils utilisaient des arcs composites, tirant au grand galop avec une précision dévastatrice. Ils maniaient sabres et masses d'armes, des armes faites pour trancher et broyer depuis la selle. Ils égalaient les Mongols en mobilité, en tir à l'arc et dans l'art de monter à cheval. Mais ils avaient quelque chose que les Mongols n'avaient pas dans cette bataille, une fureur née du désespoir. Les Mamelouks ne se battaient pas pour la conquête, la gloire ou le butin. Ils se battaient pour leur survie, pour leur famille, pour leur civilisation. Chaque homme dans cette vallée savait avec une certitude absolue que, s'ils perdaient cette bataille, l'Égypte brûlerait comme Bagdad. Leurs femmes et leurs filles seraient réduites en esclavage ou massacrées. Leurs enfants seraient tués ou dispersés. Leur culture, leur religion, tout leur mode de vie seraient effacés de l'histoire comme s'ils n'avaient jamais existé. Ce n'était pas une bataille. C'était une guerre existentielle, un combat pour le droit de continuer d'exister, et ce désespoir les rendit plus sauvages que tout ce que les Mongols avaient affronté jusque-là. Les combats dans la vallée d'Ain Jalut devinrent l'une des mêlées les plus féroces de l'histoire médiévale. Il n'y avait plus de ligne de bataille nette, ni de charges et contre-charges organisées. Ce n'était qu'un chaos tourbillonnant de 40 000 chevaux et 80 000 hommes tassés dans un espace large d'à peine 1 mile, tous occupés à s'entretuer simultanément. La poussière s'éleva si épaisse que la visibilité tomba à quelques mètres. Les hommes se battaient contre des ennemis qu'ils ne voyaient pas clairement, frappant des silhouettes et des ombres. Le vacarme était absolument assourdissant. Les hennissements des chevaux blessés, le fracas de l'acier sur l'acier, le bruit sourd des armes heurtant l'armure et la chair, des hommes hurlant des ordres en arabe, en turc, en mongol et dans une douzaine d'autres langues. Le sol se transforma en boue, non pas sous l'effet de la pluie, mais du sang. Des blessés furent piétinés sous les sabots de la cavalerie. Les cadavres s'amoncelaient, créant des obstacles qui perturbèrent encore davantage les mouvements. L'avant-garde de Kutuz, ensanglantée, épuisée et sur le point d'être submergée, vit arriver Baibars et sentit l'espoir la traverser comme une décharge électrique. Il ne mourait pas seul. Le piège avait fonctionné. Ils se rallièrent avec une énergie désespérée et se rejetèrent dans les rangs mongols avec une fureur renouvelée. La formation mongole, déjà brisée par l'embuscade de Baibars, commença à se disloquer complètement. Les unités cessèrent de se coordonner. Les officiers cessèrent de donner des ordres cohérents. La discipline de fer qui tenait l'empire mongol depuis 60 ans s'effondra. Ce fut chaque unité pour soi, chaque homme pour soi. Certains guerriers mongols tentèrent de se frayer un chemin en combattant. D'autres cherchèrent à se rendre, mais les Mamelouks ne prenaient pas de prisonniers ce jour-là. C'était une guerre d'extermination. Kitbuka vit son armée s'effondrer autour de lui et prit une décision ultime, désespérée. Il ne reculerait pas, il ne se rendrait pas, il ne survivrait pas à la destruction de son armée. Il était un commandant mongol, petit-fils de guerrier qui avait le chevauché avec Gengis Khan, et les chefs mongols ne fuyaient pas le combat. Il rassembla sa garde personnelle, peut-être 500 cavaliers d'élite, les meilleurs guerriers de son armée. C'étaient ces gens de maison, des hommes qui le suivaient depuis des années, qui avaient juré de mourir pour lui. Et il chargea droit sur le centre mamelouk, précisément là où il pensait que Kutuz se trouvait. S'il parvenait à tuer le sultan d'Égypte, s'il décapitait le commandement ennemi, ses hommes se rallieraient d'eux peut-être. Peut-être que les mamelouks céderaient. C'était un pari désespéré, un dernier jet de dés. Mais c'était la seule carte qui lui restait. La charge de Kitbuka fut magnifique et absolument condamnée d'avance. Sa garde abaissa ses lances et lança ses chevaux au grand galop, enfonçant tout sur son passage. Ils éventrèrent la première ligne de cavalerie mamelouk comme une lance dans de la toile. Les hommes tombaient à gauche et à droite, piétinés ou fauchés. L'espace d'un bref instant éclatant, on crut que Kitbuka atteindrait Kutuz. Ces guerriers ouvraient un couloir dans le chaos, combattant avec la fureur de ceux qui savaient qu'ils étaient déjà morts. Mais Baibars vit la charge se dessiner. Il comprit ce que tentait Kitbuka et n'avait nullement l'intention de le laisser réussir. Baibars lança sa garde personnelle, ses meilleures troupes, les plus fidèles, et intercepta de front la charge de Kitbuka. La collision entre les deux groupes de cavalerie d'élite revint à voir se fracasser deux trains lancés à pleine vitesse. Le choc fut si violent que des chevaux des deux camps moururent sur le coup sous la force de l'impact. Des cavaliers furent désarçonnés. Les lances volèrent en éclats. Le combat devint corps à corps, brutal, au plus près. Kitbuka lui-même se battit comme un démon sorti des enfers. C'était un géant, passé maître dans l'art de toutes les armes. Il abattit de sa main 3 officiers mamelouks, les tuant de coups précis qui trahissaient des décennies d'expérience du combat. Ces guerriers se rassemblèrent autour de lui, créant une petite île de résistance organisée dans la mer du chaos. Pendant quelques minutes désespérées, on crut qu'il percerait.
Mais il n'était qu'un seul homme entouré par des centaines. Un lancier mamelouk parvint à entrer dans sa garde et le toucha d'un coup de lance sur le flanc, s'enfonçant dans les interstices de sa cuirasse lamellaire. Un autre guerrier frappa son cheval d'un coup terrible dans l'encolure. La monture hurla, se cabra et s'abattit lourdement, projetant Kitbuka dans la poussière. Le général mongol tenta de se relever, essaya de tirer son épée et de continuer à se battre, blessé et désarçonné. Mais les Mamelouks se ruèrent sur lui comme des loups sur un lion blessé. Ils le rouèrent de coups de masse et de gourdins jusqu'à le jeter à terre, refusant de lui accorder une mort nette, voulant qu'il souffre pour ce que les siens avaient fait à Bagdad, à Alep, à Damas. Quand la tête de Kitbuka fut enfin tranchée, et brandie au bout d'une lance à la vue de tous, l'impact psychologique sur les Mongols restants fut catastrophique et immédiat. La vision de la tête de leur général fichée au bout d'une pique, ses yeux morts fixés sur le vide, brisa quelque chose de fondamental chez les guerriers mongols. L'homme qui les avait menés à travers des milliers de lieues, qui leur avait promis la victoire et le butin, était mort. L'armée qu'ils commandaient se désagrégeait. Et pour la première fois de leur vie, ces guerriers mongols éprouvèrent une véritable peur. La discipline de fer qui avait conquis la moitié du monde vola en éclats comme du verre. Ils firent demi-tour et s'enfuirent. La retraite tourna à la déroute, et la déroute au massacre. Les Mamelouks poursuivirent les Mongols en fuite sur des kilomètres, fauchant sans pitié les traînards. La cavalerie mongole qui avait terrorisé le monde de la Chine à l'Europe était désormais traquée comme des bêtes dans les collines de Palestine. Certains tentèrent de faire front par petits groupes, mais ils furent submergés. D'autres jetèrent leurs armes et implorèrent la clémence, mais la clémence n'était pas au rendez-vous. Les Mamelouks se souvenèrent de Bagdad, des bibliothèques en flammes, des fleuves teints de sang. Les prisonniers ne les intéressaient pas. Seule la vengeance les animait. Au coucher du soleil, le 3 septembre 1260, la vallée d'Ain Jalut était silencieuse, hormis les gémissements des hommes à l'agonie et des chevaux blessés. La source qui avait donné son nom au lieu, la source de Goliath, était bouchée par les cadavres. Par endroits, les corps s'entassaient sur 3 ou 4 couches d'épaisseur. Des milliers de guerriers mongols, des hommes qui se croyaient invincibles le matin même, gisaient morts dans la poussière palestinienne. Sur les 25 000 Mongols entrés dans la vallée, moins de 5 000 s'échappèrent. Certaines sources parlent de 3 000 seulement. Le reste était mort ou mourant. Ce fut l'une des victoires les plus déséquilibrées de l'histoire militaire médiévale. Les pertes mamelouks furent de lourdes elles aussi, mais rien de comparable à celles des Mongols. L'avant-garde de Kutuz avait perdu près de la moitié de ses effectifs dans les premiers combats. Environ 1500 hommes tués ou trop grièvement blessés pour continuer. Le détachement embusqué de Baybars avait subi des pertes plus légères, peut-être 1 millier d'hommes. Au total, les Mamelouks perdirent environ 2500 guerriers. Face aux pertes mongoles s'élevant à 20 000 hommes, le rapport des pertes était absolument dévastateur. Pour chaque Mamelouk tombé, 8 Mongols moururent avec lui. Ce fut un massacre, mais cette fois, les massacrés, c'étaient les Mongols. Kutuz se tenait au milieu de la vallée alors que le soleil se couchait, couvert de sang et de poussière, son armure cabossée, son épée ébréchée d'avoir frappé l'acier et les os mongols. Il balaya du regard le carnage et se mit à pleurer, non par tristesse ni par horreur, bien que les deux fussent de bien présentes. Il pleurait de soulagement, de la brusque détente d'une tension accumulée depuis des mois. Il avait tout misé sur cette seule bataille, il avait risqué son royaume, son armée, sa vie, tout en pariant qu'il réussirait à attirer les Mongols dans un piège. Et le pari avait payé au-delà de ses espérances les plus folles. L'Égypte était sauvée, l'islam était sauvé. L'avancée mongole avait été stoppée net, non pas simplement ralentie ou retardée, mais arrêtée complètement. Le mythe de l'invincibilité mongole venait de voler en éclats en un seul après-midi. Cette nuit-là, l'armée mamelouk bivouaqua dans la vallée d'Ain Jalut. Ils étaient trop épuisés pour aller plus loin. Ils dépouillèrent les morts mongols de leurs armures, de leurs armes et de tout ce qui avait de la valeur. La guerre mamelouk coûtait cher. L'équipement coûte de l'argent. Le matériel des ennemis morts était un butin légitime. Ils soignèrent leurs blessés du mieux qu'ils purent avec la médecine médiévale, ce qui, pour l'essentiel, revenait à bander les plaies et à espérer que l'infection ne s'installerait pas. Ils enterrèrent leurs propres morts avec des prières islamiques, les confiant à Dieu. Ils retrouvèrent le corps de Kitbuka, identifié à sa riche armure et aux tatouages sur ses bras, et l'ensevelirent sans cérémonie dans une fosse anonyme. Aucun honneur pour le chef ennemi. Et ils essayèrent de prendre la mesure de ce qu'ils venèrent d'accomplir. Ils avaient vaincu les Mongols. Ils avaient fait ce qu'aucune armée n'avait réussi en 60 ans d'expansion mongole. Ils avaient détruit une armée qui avait conquis des royaumes du Pacifique à la Méditerranée. Le choc psychologique était immense, presque inconcevable. Des soldats étaient assis autour des feux, parlant à peine, fixant les flammes et essayant de comprendre comment ils étaient encore en vie. Certains pleuraient, d'autres riaient hystériquement. Beaucoup s'endormirent, simplement, d'un sommeil d'épuisement total,
pour la première fois depuis des semaines sans craindre que le lendemain n'apporte l'anéantissement. Mais Kutuz savait mieux que quiconque qu'une bataille, si impressionnante soit-elle, ne gagne pas une guerre. L'empire mongol était d'une immensité inimaginable. L'armée principale mongole, sous le commandement de Hulagu Khan en personne, se trouvait encore en Perse avec plus de 100 000 hommes. Quand la nouvelle de cette défaite parviendrait à Hulagu, il serait furieux. Il rassemblerait une armée encore plus grande et reviendrait venger Kitbuka. Les Mongols n'oubliaient pas les défaites. Ils ne pardonnaient pas l'humiliation. Il reviendrait et, quand il le ferait, il serait plus dangereux encore parce qu'il se montrerait prudent. Il ne tomberait pas dans un autre piège. Kutuz avait acheté du temps, peut-être des mois, peut-être un an, mais pas une sécurité définitive. Il devait employer ce temps à bon escient. Le lendemain matin, Kutuz donna l'ordre de marcher vers le nord, en Syrie. Il n'allait pas rester en Égypte à attendre la vengeance des Mongols. Il passait à l'offensive. Les territoires occupés, les villes qui s'étaient soumises au pouvoir mongol après la chute de Bagdad, étaient désormais mûres pour la libération. Les troupes de garnison que les Mongols avaient laissées à Damas, à Alep et dans d'autres villes étaient peu nombreuses, dispersées et à présent démoralisées par la nouvelle de la destruction de Kitbuka. Kutuz entra en Syrie à la tête de son armée victorieuse en libérateur. Damas, l'ancienne capitale du califat omeyyade, ouvrit ses portes sans résistance à l'approche des Mamelouks. Les notables de la ville qui s'étaient rendus aux Mongols 6 mois plus tôt prêtèrent désormais allégeance à l'Égypte. Ils n'étaient pas mus par des principes, ils étaient remus par l'instinct de survie. Les Mongols avaient perdu. Les Mamelouks avaient gagné, c'était tout ce qui comptait. En quelques semaines, les Mongols furent complètement refoulés hors de Syrie. Chaque garnison qu'ils avaient établie fut chassée ou anéantie. Les territoires occupés furent libérés. Des bannières mamelouks flottèrent sur des villes qui, quelques mois plus tôt, arboraient encore les étendards mongols. Ce fut un renversement stupéfiant, l'une des campagnes de libération les plus rapides et les plus complètes de l'histoire médiévale. Le monde musulman, à genoux et en quête de délivrance, se redressa soudain. Du Maroc à l'Inde, on célébra la victoire d'Ain Jalut. Des prêcheurs dans les mosquées proclamèrent que Dieu les avait délivrés de la menace mongole. Des poètes composèrent des vers célébrant Kutuz et Baybar comme les sauveurs de l'islam. Pour la première fois depuis la chute de Bagdad, l'espoir renaissait. Mais c'est là que l'histoire prend son tour le plus sombre, un tournant qui révèle la brutalité de la politique médiévale. Kutuz ramena son armée vers l'Égypte à la fin du mois d'octobre 1260. Il était absent du Caire depuis des mois et il devait rentrer pour asseoir son pouvoir et se préparer à l'inévitable contre-attaque mongole. Sur le chemin du retour, alors qu'il passait près de la ville de Gaza, Kutuz décida d'aller chasser. C'était une activité traditionnelle des nobles médiévaux, une manière de se détendre après les tensions de la campagne. Il emmena avec lui un petit groupe d'officiers, une douzaine d'hommes peut-être, et s'en alla dans la campagne chasser la gazelle. Il laissa derrière lui la majeure partie de son armée, campée près de la route. Pendant que Kutuz se trouvait au milieu des champs, loin de ses gardes et du gros de ses troupes, Baybar s'approcha de lui à la tête d'un groupe de conspirateurs. C'étaient des officiers mamelouks qui avaient combattu à Ain Jalut, des hommes en qui Kutuz avait une confiance absolue. Kutuz sourit en les voyant arriver. Il pensait qu'ils venaient se joindre à la chasse. Au lieu de cela, Baybars dégaina son épée et abattit Kutuz. Ce fut un assassinat net et d'une efficacité brutale. Les autres conspirateurs s'en mêlèrent, taillant Kutuz en pièces jusqu'à ce qu'il rende l'âme, s'assurant qu'il ne subsisterait aucun doute, aucune possibilité de survie. L'homme qui avait sauvé l'Égypte, vaincu les Mongols et exécuté le piège le plus brillant de l'histoire militaire médiévale, fut assassiné par son propre second, abattu comme un chien dans un champ aux abords de Gaza. Baybars et ses complices avaient mûrement préparé leur coup. Ils avaient attendu la victoire, puis la libération de la Syrie, l'instant où la campagne militaire s'achevait et où commençait la consolidation politique. L'assassinat fut réglé au cordeau. À l'instant où Kutuz expira, Baybars retourna au camp et se proclama sultan. Il se présenta devant les troupes rassemblées, encore couverts du sang de Kutuz, et annonça qu'il était désormais leur souverain. Il n'y eut aucune résistance. L'armée venait de remporter la plus grande victoire de l'histoire islamique. Il n'allait certainement pas déclencher une guerre civile qui anéantirait tout ce pourquoi il s'était battu. Les émirs mamelouks prirent vite la mesure des choses. Kutuz était mort. Baybars était vivant, populaire auprès des troupes, et manifestement prêt à tuer pour obtenir ce qu'ils voulaient. L'affronter aurait été suicidaire. Alors, ils plièrent le genou l'un après l'autre, et Baybars devint sultan d'Égypte. Il allait régner 17 ans en étendant le sultanat mamelouk jusqu'à en faire l'état le plus puissant du Moyen-Orient. Il reprendrait Jérusalem aux croisés. Il détruirait les derniers vestiges des royaumes croisés au Levant. Il ferait de l'Égypte une superpuissance. Et il resterait dans les mémoires comme l'un des plus grands sultans de l'histoire islamique. Mais il obtint tout cela en assassinant l'homme qui l'avait rendu possible. Pourquoi Baybars tua-t-il Kutuz ? Les sources historiques divergent, et nous ne saurons sans doute jamais toute la vérité.
Certains chroniqueurs affirment que Kouttous avait promis à Baybars le gouvernorat d'Alep en récompense de son rôle décisif à Aïn Jalut. Après la victoire, Kouttous aurait rompu cette promesse en confiant Alep à un autre. Baybars se sentit trahi et décida de prendre ce qu'il estimait lui revenir. D'autres sources affirment que Baybars était tout simplement ambitieux, un homme qui aperçut l'occasion de s'emparer du pouvoir suprême et l'a saisi. Il avait passé sa vie à se battre pour des miettes, pour des postes en deçà de ses capacités. À présent, il avait la chance de devenir sultan, de gouverner plutôt que de servir, et il n'allait pas la laisser passer. La vérité mêle sans doute ces deux mobiles et d'autres encore. La politique médiévale était féroce et impitoyable. La gratitude passait pour une faiblesse. La loyauté était conditionnelle. Le pouvoir revenait à ceux qui étaient assez forts pour le prendre et assez impitoyables pour le conserver. Kouttous avait rempli son rôle. Il avait uni les Mamelouks, vaincu les Mongols et libéré la Syrie. Mais, dans la logique brutale de la politique mamelouk, il était aussi le rappel de l'ancien ordre. Un homme dont la légitimité venait de circonstances désespérées plutôt que de sources traditionnelles. Baybars se voyait comme un meilleur chef, un guerrier plus capable, un homme qui méritait de régner. Et dans un système où le pouvoir découlait de la force militaire, il avait la puissance nécessaire pour imposer sa prétention. Il a donc pris ce qu'il voulait parce qu'il le pouvait. C'est une tragédie digne de Shakespeare ou de la tragédie grecque. Kouttous a sauvé sa civilisation de l'extinction, exécuté un plan militaire si brillant qu'on l'étudie encore aujourd'hui dans les académies militaires, et il a été assassiné, à l'instant de son plus grand triomphe, par l'homme en qui il avait le plus confiance. Mais c'est l'histoire. Elle est chaotique, brutale et profondément injuste. Les hommes de bien meurent, les scélérats prospèrent. Et parfois, le scélérat l'emporte et s'inscrit dans les livres d'histoire en héros. Baybars a été célébré pendant des siècles. Kouttous est devenu une note en bas de page, un nom que la plupart ne reconnaissent de pas, éclipsé par son meurtrier. Les conséquences à long terme d'Aïn Jalut sont vertigineuses et continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Cette bataille a stoppé définitivement et irrévocablement l'expansion mongole vers l'ouest. Après cette défaite, après avoir assisté à la destruction de l'armée de Kitbuga, les Mongols n'ont plus jamais tenté de conquérir l'Égypte ou le Levant à la tête de grandes armées. Ils ont mené des raids, oui, des escarmouches frontalières et des expéditions punitives. Mais ils n'ont plus jamais lancé une invasion d'envergure visant une conquête durable. Le sultanat mamelouk est resté indépendant et puissant pendant les 250 années suivantes, jusqu'à être finalement conquis par les Ottomans en 1517. Ces 2 siècles et demi de domination mamelouk ont été cruciaux pour préserver la civilisation islamique à une période où elle était attaquée de toutes parts. Le monde islamique, qui avait été au bord de l'effondrement total, vacillant au seuil de l'extinction, s'est vu offrir une planche de salut. Aïn Jalut a prouvé que les Mongols pouvaient être vaincus, qu'ils n'étaient pas invincibles, que leurs armées pouvaient être déjouées et anéanties. Elle a brisé le mythe de l'invincibilité mongole patiemment construit au fil de 6 décennies de victoires ininterrompues. D'autres nations et royaumes ont vu cette victoire et y ont puisé l'espoir. Si les Mamelouks pouvaient l'emporter, si une armée relativement modeste d'anciens esclaves pouvait détruire la horde mongole, alors d'autres pouvaient peut-être, eux aussi, résister. Peut-être que l'empire mongol n'était pas une force de la nature irrésistible. Peut-être n'était-ce qu'un empire de plus, puissant mais mortel, que l'on pouvait vaincre par la stratégie, le courage et la volonté. La bataille a eu aussi d'immenses répercussions pour l'Europe que les historiens négligent souvent. Si les Mamelouks avaient perdu à Aïn Jalut, si le piège de Kouttous avait échoué et si son armée avait été anéantie, les Mongols auraient contrôlé l'Égypte en quelques mois. Ils auraient tenu l'ensemble des côtes méridionales et orientales de la Méditerranée. Ils se seraient retrouvés en position d'envahir l'Afrique du Nord, de franchir le détroit pour entrer en Espagne, d'attaquer l'Europe du Sud par un axe où personne ne les attendait. L'empire mongol se serait étendu d'un seul tenant du Pacifique à l'Atlantique, le plus vaste empire terrestre continu de l'histoire humaine, contrôlant plus de territoires et plus de population que n'importe quelle entité politique avant comme depuis. La civilisation occidentale telle que nous la connaissons n'aurait peut-être pas survécu à ce scénario. Les royaumes européens étaient morcelés, constamment en guerre les uns contre les autres, incapables de s'unir face aux menaces extérieures. Si les Mongols les avaient attaqués par le sud tout en pressant simultanément par l'est, l'Europe aurait pu être écrasée comme une noix dans un étau. Mais à cause du refus d'un homme de capituler, grâce à une embuscade parfaitement exécutée dans une vallée de Palestine, cet avenir a été effacé. Un scénario où les Mongols règnent sur la Méditerranée, où l'islam est anéanti en tant que force politique et culturelle, où l'histoire européenne prend une direction complètement différente, tout cela a été empêché par Aïn Jalut. C'est l'un des grands points de bascule de l'histoire, une charnière sur laquelle des civilisations entières ont basculé.
Si vous êtes allé jusque-là, c'est que vous accordez de la valeur à ces récits profonds, souvent oubliés, qui nous définissent et façonnent notre monde. Si cette histoire de survie et de défi vous a touché, si elle vous a fait réfléchir au courage, à la stratégie et au rôle des individus dans l'histoire, merci de liker cette vidéo. Cela aide vraiment ces récits à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de les entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans les tournants de l'histoire. Ces moments où tout aurait pu basculer autrement, mais ne l'a pas fait. J'adorerais lire vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que Baybars a eu raison de tuer Kutuz? Était-ce du leadership pragmatique ou la trahison ultime? Les Mamelouks auraient-ils pu repousser les invasions mongoles suivantes sans l'impitoyable poigne de Baybars? Le débat est ouvert ci-dessous. D'ici la prochaine fois, me souvenez-vous, l'histoire ne se résume pas à ce qui est arrivé. Elle tient aussi à ceux qui ont survécu pour la raconter. Et parfois, la survie elle-même est la plus grande des victoires.